vendredi, ils ont mené le bal carrément. Et aujourd'hui, ils prennent l'ascendant. Alors, on a démarré très tôt ce matin, à partir de 8h30. Regardez ce qui se passe en ce qui concerne les matchs du jour. Vous voyez, beaucoup de rouge. Et le rouge appartient aux Britanniques et aux Irlandais face aux Européens continentaux qui sont un peu à la peine. 9-5, c'est le score où nous en sommes aujourd'hui. Cet après-midi, bien entendu, on vit des matchs en ce moment en direct. On voit ici les jolis coups, par exemple, de cette journée de samedi, un petit peu plus tôt, avec des coups extrêmement précis de la part notamment du jeune Irlandais. Je sais que Fabien Pelouse a eu l'œil hier soir sur ce que fait Rory McIlroy. Il n'a que 20 ans, il est déjà parmi l'élite mondiale. On va en reparler de ce diable d'Irlandais. Et puis il y a son compatriote ici. Regardez, Graham McDowell, qui a posé toutes les balles près du drapeau. Alors forcément, avec un jeu comme ça, eh bien derrière, ça devient beaucoup plus simple pour nos amis britanniques et irlandais quand il s'agit de mener le match. Pour l'instant, beaucoup de rouge, je vous le disais, dans cette journée de samedi, autant que jeudi et vendredi. Et il va falloir que nos continentaux fassent ce que vient de faire Jiménez. Regardez l'Espagnol avec bien entendu le talent qu'on lui connaît pour rentrer ce chip directement, ce que l'on rêve tous de faire. McIlroy dans ses œuvres, encore lui, toujours lui, McIlroy, l'infatigable, parce que les joueurs aujourd'hui font 18 trous ce matin et 18 trous cet après-midi. Vous en savez quelque chose, vous qui pratiquez certainement comme eux. Juste avant de se quitter, François, si vous le permettez, regardez un peu ce qui se passe quand on n'a pas de réussite, quand on n'a pas de chance. Ça s'appelle des virgules, tout le monde en fait. Eh bien, on vous a préparé un petit florilège. Ça, c'était il y a encore une heure. Tout le monde y a eu droit. Ça tournicote à droite et à gauche et ça ne tombe jamais. Et au bout d'un moment, ça commence à irriter. Vous savez, c'est comme ces ballons qu'on tape quand on a des pénalités et qui touchent systématiquement la barre toute l'après-midi. Au bout d'un moment, ça énerve un peu, si vous voyez de quoi je veux parler. Oui, je vois très bien, Christian, mais je suis sûr que Fabien fait davantage de virgules que de barres lorsqu'il butait au rugby, puisqu'il ne butait pas. Voilà. Fabien, on va aller tout de suite. Merci, Christian. On reviendra vous voir à la fin du match. On va aller tout de suite à Toulouse, car c'est l'autre gros morceau de l'après-midi. Toulouse, Stade Français, le fameux Classico. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas y participer ? Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas participé, mais non, ça va. J'attends ça avec impatience. Quand même. Voilà. Mais vous voyez, Fabien Pelouse est impatient. Nous sommes impatients d'aller voir Eric Bail et Thomas Castagnède, nos envoyés spéciaux. Quelle est la température au stadium ? Dommage que Fabien ne soit pas là, il aurait pu bronzer avec nous. Nous sommes au stadium, effectivement, là où le Stade Toulousain organise ses matchs de gala. Les premiers arrivés, ce sont les Parisiens. À l'instant même, en direct, le Stade Français s'approche des vestiaires du stadium. Et on est avec Thomas Castagnède, qui lui n'a pas joué de Classico à son époque toulousaine. Non. Hein, Thomas. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? À un super match entre deux équipes qui doivent se relancer, ou à un match plutôt moyen entre deux équipes qui ne sont pas vraiment depuis le début de la saison? Au niveau des intentions, je ne sais pas vraiment. En tout cas, il faut s'attendre à un gros match. Les deux équipes se connaissent très bien. Elles ont glané la plupart des titres au cours des 15 dernières années. Néanmoins, petit bémol, c'est la première fois lors de leurs affrontements qu'aucune des deux équipes ne se trouve dans le tiercé de tête du top 14. Donc peut-être des points à avoir pour ce match très important. Petite image, parce que c'est un match revanche. Souvenez-vous, l'an dernier, au Stade de France, où le Stade français n'a vraiment pas eu de réussite, eh bien le Stade toulousain avait réussi à s'imposer. On sent qu'il y a une rivalité exacerbée entre ces deux équipes, même si elles ne sont pas aujourd'hui ponctuellement au sommet du classement. On peut penser que sans pression, les Parisiens viennent tenter un coup aujourd'hui. Oui, il y aura sûrement un parfum de revanche. Paris a le moins la pression. Toulouse reçoit. Toulouse se doit de gagner aujourd'hui. Néanmoins, Paris est en train de reconquérir son public, est en train de retrouver son jeu. Donc attention à Toulouse aujourd'hui. Et voilà, et le stadium de Toulouse sera archi-comble tout à l'heure. On attend près de 35 000 spectateurs pour vivre ce grand choc du championnat. À tout à l'heure. Et le président Guazzini a fait le déplacement, ce qui n'est pas toujours le cas. Fabien Pelouse, lui, est sur le plateau de Canal pour ce super samedi rugby. On va revenir, avant de repartir à Aimé Giral, sur le premier temps fort de ce match. C'était le premier essai des Perpignanais au bout de 3 minutes, Fabien. Essai que nous avons passé à la palette grâce à Thomas Glavani. Ça part d'une mêlée dans les 22 mètres. Un ballon tombé. Et ce qui vous a intéressé, c'est le remplacement des avants catalans. Le remplacement offensif des Perpignanais. On a vu que le ballon les Perpignanais avaient un peu de difficulté sur le ballon. Et au lieu d'aller sauver le ballon, tous les avants perpignanais en fait, se replacent sur la largeur. Et ce qui permet après d'avoir un surnombre devant une défense qui n'est pas très bien replacée et de créer ainsi le déséquilibre. Et on voit que Schulig a fait la différence. Guirado est maintenant placé. Britz est encore sur le côté et est là pour finir l'action
l'action aurait pu finir plus rapidement si Guirado avait fait la passe. Mais finalement, on continue l'action et on voit encore des joueurs, des avants replacés. Pérez qui est juste derrière le porteur du ballon pour un surnombre. Voilà, et un surnombre parce que quand ça va vite, c'est vraiment très difficile de se replacer sur la largeur et on sert plutôt près des regroupements de façon à pallier vraiment au plus pressé. Et Grand-Claude fait le bon choix là. Le bon choix, oui, puisqu'il va marquer. Ça, c'est l'efficacité qui prime. Ouais, ça, c'est une réponse pragmatique d'un ancien deuxième ligne. Voilà, c'était la palette par Fabien Pelouse et grâce à Thomas Glaveny et toute l'équipe en régie. On va repartir, retrouver Bertrand Guillemin et Philippe Sella. Philippe, quand même, on a vu tout le travail des avants pour un essai de 3/4. C'est le rugby actuel. Et oui, c'est la disponibilité des avants pour nous, les 3/4. En fait, sur cette action-là, Jean-Philippe Grand-Claude a pris la bonne décision puisqu'il a marqué, mais parce qu'il avait en face de lui un avant et donc il était plus rapide que le joueur adverse. Mais c'est vrai, cette disponibilité intérieure, extérieure du porteur du ballon, ça permet aussi de donner des solutions. Là, on le voit, les joueurs sont partis complètement à l'extérieur. C'est dû au soutien. On a vu le soutien intérieur de Jean-Pierre Pérez. Il y avait 3 joueurs à son extérieur et c'est parce qu'il portait le ballon qu'il est allé chercher en fait le défenseur adverse, et là c'était Elvis Vermeulen qu'il a réussi à aller marquer derrière les poteaux pratiquement. On va retrouver Romain Magellan qui est au bord du terrain avec Jean-Marc Lermé qui n'a pu malheureusement assister à la célèbre palette à pelouse. Mais il a sûrement des choses à nous dire pour un petit peu expliquer ce mauvais début de match de son équipe clermontoise. J'imagine, Jean-Marc, comment vous analysez cette première période? Ça a été un peu compliqué pour nous, notamment les premières minutes. Je crois que les joueurs se sont mis à jouer à 14h30. Ils n'avaient pas anticipé que le coup d'envoi était un quart d'heure avant. On est passé complètement à côté du début de match. Alors après, par intermittence, on a remis la main sur le ballon. Mais le problème, c'est qu'on s'en est débarrassé trop vite, quoi. Il faut qu'on essaye de plus conserver le ballon pour essayer d'enchaîner des temps de jeu et être plus dangereux. Parce que là, pour le moment, on les regarde jouer. Merci. On les regarde jouer, effectivement. Cette équipe de Clermont est menée ici à Aimé Giral. Philippe, 14-3, 2 essais encaissés. Nous en avons décortiqué un à Paris avec la fameuse palette plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre. Mais beaucoup d'intervalles se sont ouverts dans cette défense clermontoise tout de même. Trop peut-être. Oui, il y a eu pas mal de plaquages manqués sur cette première mi-temps de chaque côté, et donc des intervalles qui se sont ouverts, mais aussi trop de ballons, vraiment trop de ballons qui ont été rendus rapidement, beaucoup trop d'en avant de la part des deux équipes. Mais là on voit que c'est tout l'opportunisme on voit beaucoup de plaquages manqués, 30%, 28%, 24%, c'est beaucoup trop, puisqu'il faut avoir moins de 10% de plaquages manqués dans le très haut niveau. Mais comme les deux équipes se neutralisent à ce niveau-là, ça n'a pas eu de préjudice particulier. La prime, on l'a vu pour les Clermontois, ça a été de jouer rapidement, là avec tout à l'heure Morgan Parra, mais aussi sur cette action qui a mené l'essai plus tard. Eh bien, c'est la disponibilité des joueurs, plus de disponibilité, plus de conservation du ballon de la part des joueurs catalans qui a amené l'essai de Jean-Philippe Grand-Claude. La belle défense illustrée ici par Jean-Pierre Pérez sur Marius Joubert. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'initiatives. On a revu également tout à l'heure la longue chevauchée de Brock James et la passe vissée allongée pour Nalaga qui n'a finalement trouvé personne. Il faudra régler les petits détails en vue de cette deuxième mi-temps à laquelle se sont préparés les acteurs pendant la coupure. La coupure également pour monsieur Berdos avant de diriger ce deuxième acte. Bleu. Pas de changement de part et d'autre. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné par Clermont et Brock James. Un très haut renvoi à l'entrée des 22 mètres et un premier en avant de David Marty. Pas d'avantage pour Clermont. Et déjà, Philippe, une première mêlée où on va voir si dans l'engagement, dans l'investissement, mais aussi dans le respect de la règle, les Clermontois vont revenir avec de nouvelles armes. Oui, parce qu'ils ont été sous pression sur la première mi-temps. Hein. C'est comme ça qu'il y a eu pas mal d'en avant sur chaque contact, sur beaucoup de contacts. Là, ça démarre plutôt bien par une première mêlée dès le coup d'envoi.
avec la 89 entre Vermeulen et Parra. Et maintenant la longue passe vers Joubert. Joubert plaqué. Le soutien est rapidement là au contest. Les Catalans sont placés. Avantage. Les Clermontois ont l'initiative du ballon. Ils ont également l'avantage en cours. Ça ne donnera rien. Mêlée à venir pour Clermont. Clermont qui a subi sur le premier acte. Ils ont joué dans leur camp. Ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de ballons. C'est vrai que la possession ou l'occupation était tout à l'avantage des Catalans. En moyenne à 60% contre 40. Et là, ils attaquent bien dû à des fautes catalanes. C'est vrai, hein, sur le coup d'envoi, un en avant. Là, à nouveau, deux en avant en l'espace d'une minute. Vous voyez cette possession tout à l'avantage des Perpignanais en première mi-temps. Oui, mais là, la possession elle est assurée par les Clermontois, et notamment Julien Malzieu qui est plaqué à une dizaine de mètres de l'embut de Perpignan. 14-3. 11 points de retard pour les Clermontois. Le ballon est oublié en route en avant. Avantage en cours pour les Perpignanais qui vont pouvoir peut-être se donner un peu d'air avec cet en avant de White, l'international écossais. White, trop vite. Il part trop vite et donc il se retrouve trop avancé. Il ne maîtrise pas le ballon. Encore un en avant. Et l'arbitrage de M. Berdos n'échappera pas à l'œil de Didier Menet, qui est le nouveau patron des arbitres professionnels. On revoit également, Philippe, les en avant. 9 pour Clermont, 8 pour Perpignan. C'est assez équilibré tout de même. Oui, mais c'est énormément d'en avant. Hein. C'est pas la fin du match. Là, on est qu'à la mi-temps. Avec ce ballon qui gicle de cette mêlée fermée, le dégagement de Perpignan et une petite touche trouvée au-delà de la ligne des 22 mètres. Et il y aura une mi-temps à la mi-temps puisque les joueurs ont demandé à faire une pause au bout de 20 minutes. Comme quoi il fait chaud cet après-midi. Le fameux water break. La petite pause pour s'hydrater, récupérer. Ça bouge, cette mêlée elle bouge. Il n'y a pas de ballon de qualitatif. Vous voyez, il part, il sort un peu n'importe comment. Il faut un dégagement aussi où il y a beaucoup de précipitations. Et donc cette approximation qui continue. Attention. Pas de regret. David Mêlée qui, on vous le rappelle, a pris la place de Nicolas Durand en première mi-temps, touché au genou Nicolas Durand. La récupération de volée d'Anthony Floch. Lève la tête, cherche des soutiens. Plaqué par Julien Candelon. Beau plaquage. Efficace, plaquage aux jambes. Le ballon est sorti, on pouvait rentrer. Même si c'était sur le côté comme l'a fait Jean-Philippe Ganclaude. Nicolas Mas, Tchalewatchou. Percussion, ballon relevé. Et derrière le jeu au pied long, peut-être trop long de David Mêlée. Attention à Nalaga en couverture. Le jeu au pied, ce n'est pas son point fort, mais il va devoir s'y employer. C'est complètement dévissé, c'est plein axe et c'est directement dans les bras de Nicolas Larague avec la belle relance à venir. Avec Ganclaude pas en avant. Julien Candelon qui s'enfonce, qui s'arrache. Et qui est repris finalement. Et le ballon a été perdu. La relance maintenant de Brock James. Long jeu au pied croisé pour essayer de déborder. Candelon replacé. En colère, Julien Candelon. Ben oui, puisqu'il a rendu le ballon trop rapidement. Qu'est-ce qu'il a ce ballon là? Personne n'arrive trop à le garder dans les mains. Il n'y a pas d'humilité, pas de rosée. Ils n'ont aucune excuse, on va dire. Bon, par contre, bon, il est vif là, on voit. Hein, rapidement, il sait prendre les intervalles, se détacher, trouver quelques espaces, mais souci pour conserver ce ballon. Un changement en première ligne clermontoise. Thomas Domingo va faire sa rentrée à la place de Lionel Faure. Et pas content Julien Candelon, c'est vrai que c'est lui qui a semé le trouble dans la défense de Clermont, mais qui a perdu ensuite le ballon, tout comme Jean-Pierre Pérez. Du coup, c'est un avantage pour les Clermontois. La longue passe dans la ligne pour Fofana. Fofana, passage à vide, contact. La faute n'a pas échappé à Monsieur Berdos. Ouais, ils ne se sont pas entendus là. C'est vrai qu'ils jouent peu souvent ensemble. C'est peut-être une des premières fois entre Fofana et Joubert, alors que le ballon avait été gagné ou perdu par les Perpignanais. Rapidement, donc, avec l'avantage, ils ont pris l'initiative. Et puis ce ballon a été gardé par Fofana. C'est toute la difficulté là, de sentir l'espace, le temps. Si Marius Joubert, en venant,
Mais il aurait fallu qu'il prenne un poil plus de recul, de retard pour laisser le choix au porteur du ballon. Alors que là, il lui a imposé de donner. Ah, tout va très très vite là. Hein. Les joueurs soutien offensif ne doivent pas être trop à hauteur, trop rapidement. Hein. Si on veut impulser, aller chercher la défense adverse. Chaubet en percussion après cette combinaison en touche. Il est plaqué dans la moitié de terrain de Clermont. Le ballon qui ressort avec David Mélé. La remise intérieure. En avant, reprise hors jeu. En avant, touché et hors jeu. Même faute. On va jouer vite avec Para, non? Il y en a en avant, il y a une incidence par rapport au joueur qui est devant qui reprend. Elvis Vermeulen qui restait au sol, qui a l'air de souffrir. On retrouve les mêmes soucis de part et d'autre, en fait, avec des joueurs qui sont souvent beaucoup trop à plat, vous voyez. C'est Christophe Manas qui est arrivé, il est déjà devant. Souvent, les soutiens sont trop avancés. Au lieu de prendre le recul nécessaire et de venir mordre sur le ballon, et ainsi impulser cette fameuse impulsion, c'est ce changement de rythme qui va faire que la défense va avoir ce temps de retard. Ok, le 8. Le changement, ouais. Et du coup, Romain, bien Elvis Vermeulen va céder sa place à Alexandre Audebert. Et également Anthony Flush devrait faire sa sortie, remplacé par Brent Russell. Merci. Alexandre Audebert et Elvis Vermeulen qui étaient déjà de la très rare victoire de Clermont ici à Aimé Giral. C'était le 31 mars de 2002. Victoire 27-21. Il y avait quelques joueurs qui ont eu la chance de battre l'USAP à domicile. Il en reste très peu. Aurélien Rougerie à l'époque était également déjà en équipe première à Clermont. Allez, le ballon porté qui s'organise avec Morgan Para à la commande. Sortez-vous. Premier arrêt. Morgan Para qui éjecte la combinaison entre James et Nalaga. Il était attendu, Napoloni Nalaga. Oh, non, il ne joue pas le ballon. C'est équipe attaquante. Le ballon est injouable, oui, c'est une jaune. Le ballon est jouable. L'initiative rendue hein, à l'équipe qui attaque. Oui, à l'équipe attaquante parce que le ballon n'était pas jouable. On voit double plaquage sur Nalaga. Il se retourne. Il y a un joueur catalan qui essaie de se relever aussi. Mais il y a les efforts qui sont faits de part et d'autre pour que ce ballon soit libéré. Le ballon ne pouvant pas être joué, le ballon revient au camp attaquant. Le 1, attends. Changement également du côté de la première ligne de l'USAP. Perry Freshwater, le numéro 17, fait sa rentrée en première ligne à la place de Sébastien Chaubet. Un autre changement, tu vas voir le numéro 6 qui va sortir, 6 bleu. Le 6 bleu. Et un autre changement à venir dans quelques secondes, puisqu'on appelle le numéro 6 bleu, c'est Gary Britz. Avec des Clermontois qui petit à petit se rapprochent quand même de la ligne d'essai adverse. Hein. Ils passent de plus en plus de temps dans les 22 mètres adverses. Flexion. Mettez-vous-y, prenez la bonne distance. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Henri Tulagi a failli rentrer avec son dossard. Flexion, touché, stop, plus haut. Il était pressé. La combinaison des Clermontois qui revient dans le côté fermé avec Brent Russell, le Sud-Africain, plaqué par Chalewachu. Ballon toujours disponible pour Morgan Para, mais pas très longtemps puisque c'est une pénalité contre Clermont. Le 17 bleu est en avance, il se coupe les soutiens. C'est le même que Candelot. Hein. Russell, 17 bleu est devant. Ce sont des piles électriques. Et là, le soutien était trop loin. Ouais, il s'engage dans la défense. Le premier défenseur a le droit d'aller chercher le ballon, même si le ruck est formé. Comme c'était le premier au ballon, il avait le droit de batailler jusqu'au bout. Et on voit bien que là, Russell avait gardé le ballon au sol. Alors le changement annoncé, Jerry Britz fait sa sortie et rentrée du numéro 19, Henri Tuilagi. Un beau poulet. Ah, c'est du gaillard, c'est du solide. Hein.
14-3. Le score n'a pas bougé dans cette deuxième période après 10 grosses minutes. Le lancer maintenant pour Guirado. On va se structurer. Tulagi est aux avant-postes. Pérez également. On va essayer de travailler cette phase de jeu avec notamment Guillaume Guirado qui explose au cœur et qui va aller défier maintenant Nalaga. La percussion de Guillaume Guirado. Un beau ballon porté et un ballon qui vit toujours avec Larrague. La passe sautée. Ah oui, que c'est bien fait. Avec Porical. Quel bel essai de Candelon. Ah oui, essai. Oh, l'essai magnifique. On a varié. Philippe, on a tout vu. On a vu le retour du ballon porté. On a vu du jeu au large. Bel essai, très bel essai de l'USAP. C'est un essai construit avec les avants, avec un gros travail sur un molle. Et puis Guillaume Guirado qui arrive à s'extraire. Vous allez voir ce début d'action où il y a un gros travail qui attire les défenseurs adverses. Gros travail aussi de Guirado qui arrive à résister. Le fait de résister, le soutien est arrivé rapidement. Donc le ballon sorti rapide là aussi. Il y a 2 passes à l'extérieur. Eh bien, tous les joueurs ont joué parfaitement sans aller trop loin. Juste l'impulsion est donnée à l'extérieur. Regardez ce côté dynamitero de Guirado face à Nalaga. Il résiste, il repositionne son ballon avec un soutien qui est vite là. 2 passes vers l'extérieur, une double sautée avec David Mardy qui donne pour Jérôme Porical qui vient cadrer le dernier défenseur Russell. Et Marius Joubert ne peut rien, même s'il plonge dans les chevilles de Julien Candelon, il ne peut rien. La vitesse, le soutien. Et c'est vrai que depuis un deuxième mi-temps, ça dormait un petit peu, c'était approximatif. Et tout d'un coup, là, il y a un mouvement d'envergure précis, avec de la vitesse en plus. Le geste juste. La transformation est manquée par Nicolas Larrague, mais l'USAP mène à domicile ici à Aimé Giral sous les yeux de Paul Gauze et de René Fontes, les 2 présidents. On revoit la belle échappée de Guillaume Guirado. Perpignan qui mène 19-3. Guillaume Guirado qui s'éjecte littéralement, qui crève ce ballon porté comme le faisait le Grand Béziers, mais également les Béglés, les Bordelais. Et c'est une phase de jeu qui fera sûrement plaisir et qui rappellera des souvenirs à François Trio. Il y a eu un changement du côté de Clermont. Thibaut Privat, numéro 5, est sorti et il a laissé sa place au numéro 18, Jamy Cudmore. Le bonus offensif est dans les mains de l'équipe de Perpignan. 3 essais à 0 pour les champions de France. La réaction est impérative pour Morgan Parra et Clermont avec ce ballon maintenant dans les mains de Brock James. Cudmore, le ballon dans la ligne. La passe maintenant pour Malzieu. Malzieu bien pris par Julien Candelon. Classique aux jambes, toujours aussi efficace. Julien Candelon, bon, il est beaucoup moins gaillard que Julien Malzieu, mais il est allé le chercher. Il est allé le chercher en bas parce qu'il sait que si il le plaque au niveau du buste, il est cuit. Il arrive à éviter le raffut et derrière, il se geste. Mais ce sont des exemples de plaquage. Le plaquage, il est toujours important. Alors après, suivant les situations, évidemment, il y a un plaquage plus au niveau du buste ou au niveau des chevilles ou des cuisses, mais ça dépend aussi de l'action. Et là, surtout, il a eu de bons appuis pour aller le chercher. En même temps, il est plus petit, il a moins besoin de se baisser, Julien. C'est gentil, ouais. Il y a eu Marius Tincu qui a fait sa rentrée au talonnage. À la place Ticou, pardon. Tinko. Plaquage peut-être un retardement sur Nicolas Larrague. Monsieur Berdos rappelle tout le monde à l'ordre. Il est resté au sol à l'entrée des 22 mètres. Nicolas Larrague touché après ce jeu au pied. Le public d'Aimé Giral gronde. Monsieur Berdos demande à son arbitre assistant s'il a vu l'auteur de la faute. Reculez-vous, attendez, reculez-vous, je vais aller voir mon collègue. Reculez-vous. Il est touché à la cuisse, Nicolas Larrague, au soin. Wow. Dégagement de Larrague. Ouais, légèrement en retard quand même, Alexandre Audebert. C'est pas méchant dans l'intention, mais en tous les cas, il a pris une béquille, Nicolas Larrague. Il montre qu'il est un peu en retard en fait. Et effectivement, bon, mais c'est un carton jaune, je pense. Un carton jaune? D'accord. 19. Il est en retard par rapport à la course et au lieu de sauter devant le buteur, Capitaine, saute sur lui.
le savez. Moi, je suis mal passé. Le collègue est très bien passé, c'est libéré. Plaquage après. La bronca contre Alexandre Devers qui vient d'entrer en jeu et qui vient immédiatement de ressortir avec ce carton jaune. Trop de fautes, trop d'indiscipline pour cette équipe clermontoise qui va devoir jouer à 14, qui est menée 19-3. Beaucoup de choses à régler dans cette rencontre. Visiblement, ils n'ont pas trouvé les solutions dans leur vestiaire à la mi-temps. Vern Cotter, Jean-Marc Lermé, pourtant, ont dû essayer de proposer pas mal de choses. Et en plus, ils vont repartir avec une pénalité contre eux sur la ligne des 40. Disons que l'entame de deuxième mi-temps est plutôt favorable à l'équipe clermontoise. Ils arrivent à rester dans les 22 mètres adverses. Perpignan les aide un petit peu parce qu'ils font deux erreurs en suivant. Mais malgré tout, les vieux démons sont là et ils recommencent à être indisciplinés ou à avoir quelques erreurs techniques. Les Clermontois, ils ont remis les Catalans dans le sens de la marche. Et là, 14 contre 15, s'il n'y a pas de révolte, ça pourrait être plus difficile encore. Jérôme Porécal, auteur d'un 100%, s'en souvient, le 6 juin en finale. Il s'élance, la frappe bien équilibrée, il a beaucoup travaillé lors de la mise en place. Il en a beaucoup mis au fond, mais celle-là ne passera pas. On en reste là 19-3 en faveur de Perpignan. 3 essais à 0 pour les Catalans. On le rappelle, le bonus offensif dans les mains des champions de France. Et un nouveau changement en première ligne. Willy Wepner fait sa rentrée à la place du talonneur Benoît Cabello. La cuisse de Nicolas Larrague est strappée suite à la béquille qu'il a reçue avec le contact avec Alexandre Devers. On essaie de jouer peut-être vite sur 22. Non, pas de solution. Les défenseurs catalans sont bien en place. Regardez sur ce plan large. C'est une tentative. David Mêlé, il a pris le ballon et il a pris Jamie Cudmore. C'est un plaquage très engagé mais qui semble dans la règle. Même si là, un joueur est resté au sol, mais ce n'est pas David Mêlé, c'est David Marty. Il commence là et après il est là, il n'y a aucun problème. On repart. Je pensais qu'il y avait un blessé grave, c'est pour ça. C'est pour moi, j'ai arrêté, je pensais qu'il y avait un blessé grave, c'est pour ça. Voilà, donc... On repartira par une mêlée bleue. Bien entendu, prévention. Voilà, si jamais effectivement il y avait un blessé grave. Là on voit David Mêlé qui va récupérer ce ballon. Quel œil, l'œil sur le ballon tout le temps. Il ne peut pas le rater ce ballon. Ensuite, bon, on va regarder. Je pense pas que ce soit un plaquage haut. Il va le chercher là. On va dire que c'est limite quand même. C'est haut glissé. Quand même limite. Ouais, c'est White. Moi, sur un plan purement personnel, je préfère les plaquages plus bas. C'est White et non pas Jamie Cudmore comme je vous l'avais annoncé. Les plaquages plus bas quand même. Les voici les deux hommes, deux découpeurs. C'est vrai que le plaquage aurait mérité quelques centimètres sous les épaules. Parce que si on autorise les plaquages plus hauts, ça devient un plaquage dangereux. Et puis arrive le moment où tu t'habitues à plaquer toujours haut et jusqu'au... bien quelquefois au danger, aux blessures, l'intégrité du joueur, il faut y penser. Je préfère les plaquages de candelon, moi, plus bas. Au niveau du bassin, des cuisses. Non, les appuis. Voire du nombril. Je change de côté. Les appuis, messieurs.